Bonjour, bonsoir, tout dépend d'où tu te trouves actuellement. Aujourd'hui est une triste nouvelle, hein, parce que par rapport à la situation euh, du Niger, euh, tu l'as sans doute vu, c'est avec le cœur meurtri que j'apprends cela. Déploiement militaire de la CEDEAO au Niger. Des centaines de partisans de la junte militaire au Niger se sont désormais rassemblés vendredi près d'une base militaire française dans la banlieue de Niamey pour protester contre les sanctions imposées à leur pays et contre le projet de la CEDEAO d'intervenir militairement pour rétablir le président déchu, Mohamed Bazoum. Ça, c'est une des solutions que j'avais notamment proposées dans une de mes vidéos où j'exhortais en tout cas au peuple nigérien de pouvoir aller faire blocus sur les bases militaires françaises, qu'il n'y ait pas d'entrée, qu'il n'y ait pas de sortie. Parce que comme la France est en train de jouer la danse de l'Autriche pour que la CEDEAO puisse procéder à l'intervention militaire, j'avais dit que le peuple aille sur toutes les bases militaires françaises et fassent un blocus total, de telle sorte que les militaires, leurs diplomates qui ne sortent pas et qui n'entrent pas, on va voir comment est-ce qu'ils vont se nourrir, on va voir comment est-ce ils vont se relaxer ou bien se promener et autres. Ces blocus vont faire en sorte que, ben voilà, ils seront à bout de souffle et ils seront eux-mêmes obligés de demander à l'Élysée de pouvoir trouver une solution, un issue favorable. Bon, je suppose que euh, ce rassemblement qui a eu lieu sur qui a eu lieu sur une base militaire française, malheureusement, c'était temporaire. J'aurais bien aimé voir un blocus façon totale, hein, pendant des semaines, de telle sorte euh, que l'Élysée puisse s'alarmer et proposer une issue plutôt favorable. La suite du communiqué dit ceci, qu'ils ont scandé à bas la France, à bas la CEDEAO, tandis que certains arboraient des drapeaux nigériens et russes. C'est la troisième fois que les manifestants apportent leur soutien aux soldats qui ont pris leur président en otage et annoncé un coup d'État le 26 juillet. Les dirigeants de la CEDEAO ont donné l'activation et le déploiement immédiat d'une force d'intervention contre la junte qui a pris le pouvoir au Niger. La décision a été prise à l'issue d'une réunion de crise sur la situation politique au Niger qui s'est tenue à Abuja. Je vais faire une pause parce qu'il y a tellement de réunions, tellement de réunions, des réunions, des réunions, des réunions. Et la CEDEAO ne cesse que de brandisser la menace, la menace, la menace, la menace, la menace. Donc, ils sortent avec, nous allons procéder à une solution pacifique. Et de l'autre côté, certains présidents renégats sortent devant les médias et brandissent encore que l'option militaire sera tranchante, que l'option militaire est la seule voie possible. Finalement, on comprend pas, on comprend pas la position de la CEDEAO. Je continue. L'article dit qu'ils affirment vouloir une restauration pacifique de la démocratie, mais toutes les options, y compris la force, sont sur la table. C'est un peu comme ils ont fait avec l'invasion de l'OTAN euh, en Ukraine, hein, enfin, le conflit OTAN-Russie. Donc, des gens qui disent que non, il faut un cessez-le-feu, il faut un cessez-le-feu, mais ce sont les mêmes qui vont encore fournir des armes en criant, en scandant sur le toit, cessez-le-feu, cessez-le-feu, cessez-le-feu. Mais comment veux-tu un cessez-le-feu alors que toi, tu es en train de fournir des armes? C'est un peu à l'image de la CEDEAO que je vois ici. Donc, toi, tu es en train de privilégier une option pacifique de la démocratie, mais en même temps, de l'autre côté, tu es en train encore de menacer militairement. Tu es le premier à envoyer
euh, des présidents renégats dire avoir engagé plus de 1100 soldats des forces en attente et apparemment que la date a déjà été prise pour l'intervention. Moi, je comprends pas, quoi. C'est quoi ces doubles langages? Mais bon, on va essayer de décortiquer ça aujourd'hui, voir où ça en est. Donc, je continue l'article. La CEDEAO devrait désormais réunir les troupes nécessaires au déploiement. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'est déjà engagé à fournir 1100 soldats à la force d'attente. D'autres pays, dont le Nigeria, fourniront également des troupes. La taille de la force et le nombre de soldats que chaque pays fournira ne sont pas encore connus, mais une source présidentielle à Abuja a déclaré à la BBC que la CEDEAO voulait faire une démonstration de force pour convaincre les putschistes nigériens qu'elle était prête à mettre sa menace à exécution. Le but ultime est d'essayer d'amener le général Abdourahmane Tchani à la table de dialogue, a-t-il déclaré. Donc, vous voulez amener un militaire de formation à la négociation par la menace. Hmm. Par la menace. En tout cas, c'est l'article qui l'est dit. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, ils veulent amener un militaire de formation au dialogue en brandissant la menace. Un militaire, la menace. Est-ce que, franchement, ce n'est pas l'art de nous prendre vraiment pour des cons? Hein? Donc, voilà, la CEDEAO a donné instruction aux différents chefs d'état-major des pays membres de se rendre au Ghana pour décider d'une éventuelle agression militaire contre un pays souverain qui est le Niger. Et c'est malgré l'absence d'une base juridique, malgré l'absence, malgré l'opposition même de l'Union africaine, malgré l'opposition même du Conseil de sécurité et paix de l'Union africaine, et ce, malgré le désastre que cela pourrait causer dans la sous-région. On a des exemples comme ça dans le monde, hein, voir que une opération militaire n'a pas toujours été, selon les prédictions, en tout cas selon les analystes ou des observations, une bonne stratégie. Pour preuve, lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak, l'état-major des forces armées américaines, qui est considéré comme la première puissance militaire mondiale, avait fait savoir à l'exécutif américain que, en un temps record, qu'ils allaient balayer l'Irak, qu'ils allaient en finir avec Saddam Hussein et rétablir l'ordre. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais pu finir avec la situation en Irak. Et tant bien même que Saddam Hussein serait mort. Serait mort. On ne sait même pas s'il est mort en réalité. Ce fut le cas au Yémen. Est-ce qu'ils ont pu rétablir l'ordre? Voilà, gros point d'interrogation. Et le cas alors en Libye. Comme je l'ai dit précédemment, dans une de mes vidéos, j'avais fait une vidéo, tu peux aller le consulter. La guerre demande énormément de moyens financiers et des investisseurs pour pouvoir supporter cette guerre. Tu peux lire l'article, comme l'article le dit, c'est un article de BBC. Qu'est-ce qu'ils disent? La taille de la force et le nombre de soldats que chaque pays fournira ne sont pas encore connus. Mais une source présidentielle à Abuja a déclaré que la CEDEAO voulait faire une démonstration de force.
Donc, mais de l'autre côté, on dit que le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire s'est dit prêt à fournir déjà 1100 hommes. Pourquoi est-ce que les autres ne sont pas déclarés? C'est là qu'il y a anguille sur roche. Et c'est très clair. C'est parce que simplement, ils n'ont pas assez d'hommes. C'est parce que simplement, au niveau de la logistique, ça pose problème. Même les 1100 hommes que le président Alassane Ouattara dit devoir fournir, d'où viendra ces hommes? Ça ne m'étonne pas qu'il aille recruter les rebelles, qu'il aille recruter d'autres djihadistes pour venir combattre au Niger. Parce que la Côte d'Ivoire ne s'est pas encore remise de la guerre qui a favorisé l'annexion au pouvoir même de ces mêmes présidents, qui a dû faire un coup d'État institutionnel et un coup d'État constitutionnel lorsqu'il a, lorsqu'il s'est présenté et s'est autoproclamé, présenté pour le troisième mandat. J'avais déjà fait une vidéo sur ça, tu peux aller consulter ici. Donc, la guerre demande énormément d'argent et des investisseurs pour pouvoir supporter cela. Voilà pourquoi, par exemple, la Russie, qui, qui est en fait un pays d'exception, la Russie, la différence c'est que la Russie est une économie qui peut supporter un effort de guerre. Les Américains, avec l'omniprésence du dollar comme la monnaie d'échange internationale, ça leur donne le moyen de pouvoir supporter les opérations militaires. C'est pourquoi ils sont restés, par exemple, en Afghanistan, au moins 20 ans, je crois, et on a vu sur par quels moyens ils ont dû quitter l'Afghanistan en fouillant dans un cargo. L'ami, avant de continuer, je voudrais que tu puisses cliquer sur que tu puisses cliquer j'aime et puis partager parce que tu sais que des contenus comme ceci, malheureusement, les algorithmes YouTube placent ces genres de vidéos dans le shadow ban. C'est-à-dire shadow ban, c'est en fait, c'est un moyen pour eux de pouvoir euh, euh, filtrer, de pouvoir euh, assombrir en tout cas la divulgation de ce genre de vidéos parce qu'ils ne veulent pas que ça soit connu du public. C'est comme ça et l'algorithme. Donc, le fait de liker et le fait de partager montre à l'algorithme que, malgré qu'on veut filtrer certaines vérités, mais il y a quand même, hein, il y a quand même nos utilisateurs qui adorent ce genre de contenu. Donc, en l'occurrence, ils vont essayer de pouvoir, enfin, ils vont essayer, en tout cas, ils vont laisser ce genre de vidéos pouvoir suivre son cours normal, hein, son cours normal de visibilité. Parce que le shadow ban, tu sais, quand on parle des géopolitiques, ce n'est pas évident. Voilà pourquoi il faut vraiment liker et partager et assure-toi d'activer la cloche de notification. Je disais que si les États-Unis sont capables de supporter des guerres, c'est parce c'est grâce à leur monnaie d'échange, qui est une devise internationale. Et c'est ce qui leur donne en tout cas la capacité, en tout cas, de pouvoir supporter une guerre, par exemple, comme en Afghanistan, de plus de 20 ans, parce qu'il y avait des entreprises aussi d'ailleurs qui sponsorisaient cette guerre, et sans compter avec toutes les, sans compter aussi sur le dollar, qui est une monnaie d'échange internationale. Maintenant, revenons un peu avec le cas du Niger. Est-ce que la vie est faite de telle sorte que nous n'avons pas
besoin de regarder autour de nous, voir ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est-à-dire ici de tirer les leçons des erreurs des autres pour éviter que nous aussi, nous commettions les mêmes erreurs. Malheureusement, nous avons des chefs d'État, à tout point de vue, hein, peut-être inconscients, inconséquents, irréfléchis. À la limite, même, on a envie de dire, avec tout le respect que je leur dois, sont-ils des cons ou sont-ils idiots ou je ne sais pas quel genre de qualificatif on peut leur donner. Pourquoi ils ne retiennent pas ce que l'histoire nous a toujours enseigné? Hein? Qu'est-ce qui justifie cette attitude de va-t-en-guerre au mépris même des textes fondateurs et principes fondamentaux des accords de l'ONU, des principes fondamentaux des textes des accords de l'Union africaine et des principes même fondamentaux même de la même dite soi-disant CEDEAO. Donc, ils veulent aller en guerre au nom d'une organisation alors que le texte de cette même organisation dit, a dit en tout cas, pas de guerre, pas d'ingérence, pas d'agression militaire. Moi, je voudrais, moi, je voudrais comprendre. C'est la question que tout le monde doit se poser en tout cas et de ne pas faire l'erreur de tomber encore dans la manipulation des masses dont a été victime la Libye. Et c'est ce même scénario qu'on veut pouvoir rétablir ici avec le Niger. Est-ce que la CEDEAO, quand la CEDEAO dit, au cas où il y aurait, ça c'est dans leur texte, un changement anticonstitutionnel, que l'organe exécutif, c'est-à-dire euh, la conférence, c'est-à-dire la conférence des chefs d'État, donne autorisation aux chefs d'État de décider d'aller en guerre contre un État qui serait un État voyou ou un État réfractaire. Est-ce que la CEDEAO, dans le fonctionnement, enfin dans son fonctionnement, donne l'autorisation à la conférence des chefs d'État d'agir selon leur bon vouloir, au mépris même de tout texte, des principes fondateurs, de tout texte qui ont régi même cette fondation même, qui est la CEDEAO? OK, tu n'es peut-être pas d'accord parce qu'il y a, tu vas peut-être me dire, oui, mais Michaelis, il y a eu un changement, voilà, il y a eu un changement constitutionnel. OK, vous n'êtes pas d'accord parce qu'il y a eu peut-être un coup d'État, un coup de frein à une démocratie. Moi, j'appelle ça une démocratie moribonde, une démocratie euh, inutile, une démocratie euh, qui a été importée de l'Occident et qui n'apporte rien, mais j'ai dit rien du tout, même pas des plus-values, hein, pour les businessmen qui vont se reconnaître, même pas des plus-values dans le pays. Alors, la question qu'on doit se poser ici, faut-il tuer des Africains qui décident de dire non à une démocratie importée? Mais stop, dis-le-moi dans les commentaires. N'est-ce pas ça la barbarie? N'est-ce pas ça de la maladresse? N'est-ce pas ça de, euh, de l'inconscience, hein, de l'inconsistance? Je n'ai jamais vu quelque chose de si ridicule comme ça. C'est l'inconscience à son paroxysme. Donc,
Nous n'avons aucune valeur, nous, peuple africain. On n'a pas de sous-bassements, on n'a même pas de fondation, on n'a pas de base, on n'a aucune culture, on n'a aucune éducation, on n'a rien de l'histoire pour témoigner que nous, Africains, on pourrait s'appuyer, sur lequel on pourrait s'appuyer pour pouvoir gouverner nos États. Les colonisateurs, après nous avoir volé, pillé, nous imposent un modèle de gouvernement qui n'a rien à voir avec notre culture. J'en ai déjà parlé dans une des vidéos que l'Afrique doit retourner à ses racines, à sa spiritualité, à sa tradition ancestrale pour pouvoir établir des bases pour la gestion de ces cités, de ces villes, de ces provinces, de ces pays, en fait, hein, de tous les pays qui composent le continent africain. Tout pays qui s'est dit au minimum réfléchi l'a fait à travers le monde. Il y a des exemples. Au nom de ce qui est imposé par cette guerre, en tout cas si elle doit avoir lieu, c'est ce que j'appelle le prolongement, en fait, de cette même dite colonisation. C'est ça. Parce que quand tu vois la motivation qui pousse ces chefs d'État allant à la contre même des textes, des principes fondateurs même de leur soi-disant organisation, ce qui leur motive, tu comprends bien que c'est simplement la poursuite de la colonisation. De la même manière qu'il y avait ces nègres qui partaient rafler, prendre leurs frères et sœurs dans les forêts, dans le village pour aller les vendre et être emportés en Amérique. Je l'ai déjà dit maintes fois dans mes vidéos, ce sont les mêmes qui sont entrés, ce sont les mêmes gènes transmis de génération en génération qui sont en train d'être exécutés, d'être perpétrés, d'être manifestés aujourd'hui. Est-ce que ces présidents que nous avons, on va rester courtois, je vais dire, hein, avec tout le respect que je dois, ces irresponsables, ces vendus, corrompus de présidents, est-ce ils ont ne fût-ce qu'un peu de conscience de ce qui est des enjeux qui, des enjeux en vigueur aujourd'hui, là, actuellement? Voilà des chefs d'état-major, hein. Écoute-moi bien. Donc, voilà des chefs d'état-major des forces armées qui se livrent, eux aussi, à des menaces. Alors, la question est bien de se poser. On nous dit que les militaires, leur place se trouve dans les casernes. Et en même temps, on mandate des militaires pour parler au nom des présidents, hein. La fameuse réunion qui s'est tenue à Abuja ou je sais pas moi, qui va se tenir au Ghana. Ce sont des chefs d'État qui vont se rencontrer et qui sont représentants des présidents des différents pays membres de la CEDEAO. Moi, je voudrais qu'on comprenne. Je ne sais pas si tu comprends là où je veux en venir. Donc, j'ai dit bien, comment un chef d'État-major, peut parler à la place du président de la République? Et en même temps, ils disent qu'on n'est pas d'accord que vous, les militaires, en l'occurrence les militaires au Niger, que vous soyez au pouvoir.
Mais en même temps, on donne la parole aux militaires de la CEDEAO de menacer un pays souverain. Où est-ce qu'on va là? Où est-ce qu'on va là? Voilà les ridicules qui touchent à son comble, à son paroxysme. On dit aux militaires, vos places ne sont pas dans le palais présidentiel, mais dans un camp militaire ou dans une caserne. Votre place est sur le théâtre d'opération. Mais en même temps, on mandate d'autres militaires et c'est eux qui menacent les militaires nigériens, c'est eux qui menacent les militaires maliens, c'est eux qui menacent les militaires burkinabés du genre, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, on va vous attaquer. Et je vais citer l'article de BBC, hein, parce que les Nigérians s'en vantent très bien. L'article de BBC dit qu'une source présidentielle à Abuja a déclaré que la CEDEAO voulait faire une démonstration de force pour convaincre les putschistes nigériens qu'elle était prête à mettre sa menace à exécution. Mais vraiment, ils pensent sincèrement que quand le Mali a dit qu'il était prêt à soutenir les Nigériens, donc c'était du bluff, quoi. Ils pensent réellement que quand le président, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso a dit qu'il soutiendrait à 100% le Niger. Donc pour eux, c'est du bluff. Parce que pour eux, le Mali, je sais pas, c'est un pays pauvre qui n'a pas les moyens, comme peut-être la Côte d'Ivoire, qu'il n'a pas les moyens peut-être comme le Ghana, qu'il n'a pas les moyens peut-être comme le Sénégal, qu'il n'a pas les moyens peut-être comme le Nigeria, qu'il n'a pas les moyens comme le Bénin, et qu'il serait difficile, en tout cas hein, pour eux, ça veut dire le Mali et le Burkina Faso, d'entrer en guerre, si jamais il y a guerre. Hein? Hein? Les ventes en guerre, là. Brandir la menace, 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 tout en ignorant que c'est trois ou quatre pays qui vont être impliqués directement. Moi, je vois, tous ces chefs d'état-major réunis devant doivent savoir une chose. Hein. Moi, je dis bien, ils doivent savoir une chose. Parce que faire la guerre, c'est une chose. Et de deux, être sur les théâtres des opérations, ça, c'est encore autre chose. On a vu l'exemple des États-Unis en Irak. Où est-ce que ça en est fini? On a vu l'exemple même de la Russie en Ukraine. Malgré la puissance incroyable de la Russie, mais elle a quand même rencontré des difficultés par rapport à ce qui avait été planifié au début. Malgré qu'au Mali, malgré qu'au Mali, l'armée ait été décapitée, hein, ça il faut le savoir, par l'ex-président Alpha Omar Konaré, malgré qu'au Mali, les forces armées n'avaient pas de soutien aérien parce qu'ils avaient imposé au Mali de se débarrasser de tout le vecteur aérien, comme quoi le Mali n'a pas les moyens d'entretenir sa flotte d'aviation militaire, que la démocratie n'a pas besoin qu'un État ait une force militaire forte, hein, connerie à la con, et pendant ces temps, qu'est-ce que les autres faisaient? Tous les autres pays de la planète recouraient à quoi? À des renforcements, à des développements au progrès de leur complexe militaro-industriel. Voilà.
Voilà encore un autre mensonge. Mais bon, bref, là n'est pas le sujet. Donc, la CEDEAO, je pense, hein, la CEDEAO est guidée par ses principes fondamentaux dans tous ses rapports, à la base. C'est ça. Parce que les termes qui sont utilisés sont bien choisis. Ça, il faudra faire attention. Dans tous ces rapports, sans exception, en exclusivité, la CEDEAO est guidée par ses principes fondamentaux avec les États membres, citoyens et d'autres organismes externes. Ces principes sont consacrés par le traité de la communauté, qui est aussi le document fondamental qui lie tous les États membres. Les documents fondamentaux qui lient tous les membres, les pays, les 15 ou 14 pays. Le principe fondateur, le principe fondamental de la CEDEAO, euh, donc ça stipule quoi? Ça stipule que dans la poursuite, attends, je vais te lire pour être bien, que dans la poursuite des objectifs énoncés à l'article 3 du présent traité, affirme et déclare solennellement leur adhésion aux principes fondamentaux suivants. Au fait, le nouveau gouvernement nigérien, moi, ma solution, c'est que les gouvernements civils et militaires doivent aller porter plainte contre la CEDEAO sur rien que sur les principes fondamentaux de la CEDEAO qui ont édité euh, leur adhésion. Parce qu'aucun texte, aucune loi les dit n'ordonne à la CEDEAO de pouvoir brandir directement la menace militaire sans pour autant passer d'abord par des dialogues, par des négociations. Ça ne se fait pas. C'est une communauté économique et ils n'ont même pas l'obligation de s'ingérer dans les affaires internes politiques et militaires d'un pays. Et ce même en outrepassant même les règles même de l'Union africaine et voire même de l'ONU. Voilà pourquoi ils doivent aller porter plainte. Je parle du Nigérien, le gouvernement nigérien doit aller porter plainte pour violation des textes de la CEDEAO, de porter plainte contre le président Alassane Ouattara au sein de la CEDEAO, de porter plainte contre le président Macky Sall, le président du Sénégal, de porter plainte contre le président du Nigeria, je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle, Tunibou ou bien Tunibou, de porter plainte contre le président du Bénin, le président Talon. Parce qu'il est important que ces présidents comprennent qu'ils n'ont pas le monopole de la vérité et que la vérité, ce n'est pas eux. Le droit, ce n'est pas eux. Mais par leur façon d'agir, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de dire que nous, c'est la loi. Si nous décidons que le Niger tombe, le Niger doit tomber. C'est ça qu'ils se disent. C'est trois ou quatre pays. Ils se disent que la loi, c'est nous. Voilà où nous en sommes. Parce que si les institutions nigériennes portent plainte, enfin, le gouvernement militaire, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que c'est un gouvernement illégitime. Hein? Ça sera leur narratif. Maintenant, mais le texte de la CEDEAO, hein, ça c'est clair, parce que je suis sûr, hein, écoute-moi bien, ça là c'est très important. Si l'actuel pouvoir au Niger porte plainte contre la CEDEAO, c'est clair, ils vont dire que non, vous êtes des hors-la-loi. Donc, votre plainte n'est pas fondée. Mais, tu sais quoi? Le texte de la CEDEAO dit que n'importe quel citoyen peut porter plainte s'il estime que ses droits sont bafoués. C'est dans les textes.
Voilà pourquoi je demande au peuple du Niger de porter plainte contre la CEDEAO et que la justice de la CEDEAO dise à la CEDEAO de ne pas intervenir. Moi, je veux mettre la justice de notre côté pour que l'histoire soit de notre côté, pour que ces gens-là soient indexés demain. Parce que ce sont eux même qui ont établi les règles du jeu. Et maintenant, ils sont en train de les violer. C'est-à-dire, ils ne s'en cachent même plus. Et devant nos yeux comme ça. Franchement, je demande au Niger de porter plainte, d'aller même jusqu'à la CPI contre ces présidents renégats de ces pays vont en guerre, contre tous les chefs d'état-major des forces armées de la CEDEAO qui vont prendre part à cette opération. Ça, ce sont mes recommandations. Il ne s'agit pas de porter plainte juste pour aller, voilà, porter plainte. Non. J'ai dit qu'au regard, j'ai dit bien, qu'au regard des textes de la CEDEAO, en 1975, quand ils créaient la CEDEAO, il y avait des éléments fondamentaux qui ont permis la création de la CEDEAO. Il faut garder cela en esprit. Alors, pourquoi aujourd'hui les présidents criminels veulent dire ici, au mépris des textes élémentaires, qu'il faut attaquer le Niger, un pays souverain? Pourquoi? Sais-tu, la CEDEAO, c'est que l'Union africaine va s'opposer. Elle sait cela. Voilà pourquoi elle temporise. L'Union africaine joue au jeu de la France parce qu'elle aurait déjà dû produire un communiqué de non-agression et d'interdiction au recours militaire dû au principe fondateur. Du fait que l'Union africaine n'a pas encore produit un communiqué, cela laisse la porte ouverte à la CEDEAO de faire tout ce qu'elle se permet de faire là aujourd'hui. Parce que tant qu'officiellement l'Union africaine ne déclare pas ou bien n'a pas déclaré, n'a pas fait ce communiqué de ne pas aller en guerre, la CEDEAO est en train de jouer sur toutes les options et de gagner du terrain pour planifier justement la guerre. Voilà pourquoi certains pays ne se sont même pas encore prononcés sur le nombre de militaires qu'ils vont envoyer. Ils ne se sont même pas encore prononcés sur la logistique et autres. Est-ce que tu me comprends ici? Parce que je vis plein de vidéos sur YouTube parce que tout le monde prétend que oui, l'Union africaine s'est opposée. Mon gars, est-ce que tu crois ça? Alors, où est-ce que le communiqué montre-moi le discours officiel de l'Union africaine montrant que l'option militaire telle qu'envisagée est en violation des principes fondateurs, non seulement de l'Union africaine, mais aussi de l'ONU et aussi même de cette même CEDEAO. Montre-moi ces communiqués, montre-moi ces discours. Fais une pause, va chercher. Il faut comprendre ceci. Dans la diplomatie, on laisse des fois certaines portes ouvertes à toute possibilité. Ils mêlent le flou dans leur discernement et concoctent une confusion totale pour laisser place à des justifications plus tard, au cas où les choses tourneraient mal. C'est ça qui se passe ici. Souffler le chaud et le froid. On ne prend pas position parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. C'est cette même politique qu'appliquent aujourd'hui les États-Unis. Et c'est ça que l'Union africaine est en train de faire. Donc, au lieu de produire un communiqué pour sanctionner la CEDEAO et de dire que nous ne sommes pas d'accord, ou du moins on s'oppose de manière officielle, l'Union africaine est en train
de tracer tout un boulevard à la CEDEAO, de faire tout ce qu'elle veut. Et voilà sur quoi joue maintenant la CEDEAO. Et ceci bénéficie à la France, qui est déjà en train de... la France qui a été récemment ici larguée complètement par ses alliés américains. Hmm. Si euh, j'ai lu la presse et il y a du tout et du n'importe quoi sur Internet, hein. Certains influenceurs ont même fait des vidéos comme quoi, oui, euh, euh, la CEDEAO s'est déclarée contre l'option militaire, ou l'Union africaine a fait ceci, ou l'Union africaine s'est opposée, ou la CEDEAO a contré l'Union africaine. Mishmaché, mishmacha, trop de blabla. Attention, il ne faut pas tous écouter ce que les autres disent parce que ces médias, la majorité des médias, même, enfin, je vis d'autres médias, certains médias du grand chemin, malheureusement, ces médias ne maîtrisent pas du tout la profondeur de la diplomatie dans les relations internationales entre les institutions, entre les organisations. Malheureusement, ces médias du grand chemin font ce que j'appelle la propagande. La propagande et l'information et la désinformation, il y a tout un monde différent, tu vois. Tant que l'Union africaine ne se positionne pas clairement, la CEDEAO a encore des options. Voilà pourquoi je dis que l'Union africaine est un traître. J'avais déjà fait une vidéo comme ça sur ça. L'Union africaine, ce sont des snitch. Maintenant, tu vas me dire, pourquoi, Michaelis, tu dis que l'Union africaine est un snitch? On en revient encore à quoi? L'argent. Eh oui, l'argent. 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 Ah oui, mais tu vas me dire, oui, mais qui finance l'Union africaine? Qui finance l'Union africaine? En tout cas, la grande majorité du temps, c'est l'Union européenne. Je ne sais pas, 70 ou 80% du budget de l'Union africaine provient de l'Union européenne. J'avais déjà fait une vidéo sur ça, de dire que l'Union africaine que vous voyez là, ce n'est que le prolongement de l'Union européenne, hein. Maintenant, quels sont les États qui financent l'Union européenne? La France, l'Allemagne, enfin les pays donateurs, hein, le Pays-Bas, euh, tous les pays scandinaves et autres, bref, bref, un peu tout le bloc occidental. Maintenant, si l'Union africaine prend une position claire, que se passera-t-il? Voilà, tu as tout compris. Le robinet de son financement va, voilà. Donc, ça veut dire que la Grande-Bretagne ne va plus donner ses financements. L'Allemagne, de son côté, fini. La France, coupée. Tous ces pays vont arrêter de financer l'Union africaine pour que ces représentants-là, ces représentants qui siègent dans l'Union africaine, vivent dans le confort et l'opulence qu'ils ont là actuellement. Donc, la société civile au Niger doit porter plainte contre la Cour de justice de la CEDEAO contre tout déploiement militaire parce que tant qu'ils ne saisissent pas la justice de la CEDEAO, ces présidents renégats, hein, j'appelle des présidents renégats de la CEDEAO, croiront toujours qu'ils ont le permis de faire tout ce qu'ils veulent. Et hein, malgré même que le Parlement de ces pays, même de la CEDEAO, ont condamné cette agression militaire, les chefs de l'État s'y sont opposés. Maintenant, dis-moi, comment veux-tu qualifier ces gens d'humains? Au Nigeria, le Parlement s'est opposé. Même en Côte d'Ivoire, il y a eu opposition. Sénégal, même, n'en parlons même pas. Et là-bas, ils sont
en tout fait tout flamme. Mais non, moi je ne comprends pas. Comment veux-tu qualifier si ce ne sont pas des renégats? Trouve-moi un autre qualificatif. La solution, ma recommandation en tout cas, c'est ça. Il faut partager ça avec tout Nigérien que tu connais et tout Nigérien impliqué dans une sphère, peu importe la sphère politique. Ils doivent se servir des textes fondateurs de la CEDEAO et prendre aussi tous les votes négatifs du Parlement de la CEDEAO pour aller porter plainte, pour formuler une plainte contre la conférence des présidents pays membres qui soutiennent et encouragent la guerre. Et ça, je dis que c'est la société civile qui doit déposer plainte, ensemble avec les autorités en place. C'est la vidéo que moi, je tenais à partager avec toi par rapport à cette situation. Parce que c'est bien de parler de quelque chose, hein, mais de l'autre côté, il faudra aussi apporter des solutions. C'est bien de manifester l'idée de pouvoir devenir souverain, de pouvoir devenir libre. Mais de l'autre côté, il va falloir aussi regarder, travailler, se donner les moyens pour pouvoir y arriver. OK, tu veux devenir libre, tu veux devenir souverain. OK. Qu'est-ce que tu as en main? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Quelles alternatives tu es capable d'apporter? C'est ça aussi. Mais tout ce travail-là, dans la tête. Il ne s'agit pas seulement de faire des vidéos pour faire des vidéos. Ah, il y a crise ici. Ah, il y a coup d'État. Oui, mais coup d'État, tu ne fais que le même boucan que tous ces médias, que tous ces médias du grand chemin. Mais quelle solution tu apportes? Parce que les médias du grand chemin sont là, ils ne font que relater des faits, mais aucune solution. Ici, on apporte des solutions, on apporte des alternatives, des recommandations. Et maintenant, on va débattre. Il se peut que je sois dans l'horreur totale. Il n'y a pas de souci. Dis-le-moi dans les commentaires. Je voudrais aussi avoir ton opinion, ton avis sur le sujet. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le schéma. Avant de partir, n'oublie pas de liker et de partager énormément parce que ces genres de vidéos qui parlent de géostratégie, géopolitique, malheureusement, sont soumis, sont condamnés à du shadow banning. Shadow banning, c'est un processus au cours duquel YouTube, en tout cas, est en train d'étouffer la visibilité du contenu pour que elle ne soit pas visionnée, elle ne soit pas regardée, elle ne soit pas propagée. Donc, voilà. YouTube, malheureusement, veut que sur ces plateformes, que tout le monde ait une façon de voir les choses, hein, conformément à leur idéologie, conformément à leur vision, à eux de voir les choses, malheureusement. Donc, voilà. Maintenant, si toi, tu partages, ça va aller contrer justement leur politique et ils seront obligés justement de se conformer à ce que veut la masse. Allez, ciao, ciao.